Mémoire d'un continent. Élike Mbokolo, Romain Ferré. Comment décoloniser l'histoire de l'Afrique aujourd'hui ? L'histoire est une science assez compliquée parce que il s'agit à première vue de raconter des choses sur le passé, de les raconter de manière construite, faire un récit, construire des intrigues, mais au-delà de cela, il s'agit aussi d'expliquer le passé, d'interpréter le passé et aussi bien sûr d'interroger le passé. Tout cela avec des mots, des concepts, des notions tirées le plus souvent du langage commun, mais quelquefois aussi du langage des spécialistes. Le problème avec l'Afrique, c'est que l'Afrique partage avec un certain nombre de continents des particularités telles que le fait d'avoir été colonisé pendant un temps plus ou moins long, quelques siècles pour certains pays et certaines régions, quelques décennies seulement pour d'autres régions, avec en plus pour le continent africain le fait d'avoir été dans l'histoire moderne le principal continent qui a fourni des hommes par la traite forcée vers d'autres continents. Alors tout cela fait que la construction de l'histoire de l'Afrique est toujours problématique et toujours très controversée. Au moment de la décolonisation, il y a eu, parallèlement à la décolonisation politique, une volonté de décolonisation intellectuelle dont le principal champ d'application a été évidemment l'histoire. Cette entreprise de décolonisation a commencé dans les années 60, disons autour de 1964, et s'est poursuivie en gros jusqu'un tout petit peu après l'effondrement de l'apartheid en 1999, lorsque, sous l'égide de l'UNESCO, a été conçu, puis publié l'histoire générale de l'Afrique, notamment sous la férule d'Amadou Matarbo, qui était longtemps directeur général de cette organisation internationale. La question se pose aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes ? Que faut-il faire de cette histoire générale ? Est-ce qu'il faut la garder telle qu'elle, compte tenu des circonstances nouvelles, compte tenu du rajeunissement de la population africaine, compte tenu de l'émigration récente, notamment dans les pays du Nord, mais aussi des demandes qui viennent de la part des Africains ou des Afro-descendants, comme on dit, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et ailleurs. Et donc, nous avons aujourd'hui un grand chantier qui est la rédaction à partir de l'histoire générale de l'Afrique, disons d'Amadou Matambo pour faire vite, mais aussi il y a eu les Kizerbo, les Cheikh Anta Diop et quelques autres. Donc réécrire cette histoire, et dans l'équipe de rédaction, il y a une sorte de philosophe de l'histoire que je reçois aujourd'hui au micro de Mémoire, Martial Zé Bellinga. Vous participez à cette entreprise, vous êtes de formation pluridisciplinaire comme on dit aujourd'hui, économiste, sociologue, vous enseignez également, vous faites des recherches notamment au CRES, le centre de recherche en sciences sociales de l'Université de Strasbourg 2. Vous enseignez l'économie et la sociologie et vous avez publié d'ailleurs à votre propre nom un livre, Barack Obama, une prophétie de l'égalité africaine, et vous avez participé aussi à l'ouvrage collectif dirigé par notre collègue Makili Gassama sous le titre 50 ans d'indépendance, quel bilan ? Alors nous sommes un peu dans les bilans et dans les perspectives. Dans ce que vous écrivez, il y a quelque chose qui peut surprendre, c'est que vous expliquez que la colonisation est finie, bon, même si certains parlent de néocolonialisme, mais la colonisation est finie, mais que dans les esprits, il reste quelque chose que vous appelez colonialité. Alors c'est un mot un peu difficile, disons colonialité et non pas colonisation. Qu'est-ce que vous entendez par colonialité ? En fait, la colonialité, on peut la définir comme ce qui reste de la colonie après la colonie. C'est-à-dire que lorsque la colonie formellement n'est plus, il y a des drapeaux, il y a des hymnes nationaux, il y a des armées nationales, etc. Il y a des frontières. Il y a des frontières, exactement, dites d'ailleurs héritées de la colonisation, un héritage souvent problématique. Il se trouve que dans plusieurs aspects de la vie quotidienne, courante, mais également dans les imaginaires, il reste une façon de penser le monde
qui reste sous l'emprise coloniale. Alors cette façon de penser le monde, qui était déjà mise en avant et critiquée par Amadou Matarbo dans sa fameuse introduction de 64, relevait principalement de ce qu'on appelait donc un certain déni d'histoire. Et cette vision du monde, malgré le fait qu'on est passé à une étape différente, on est sorti formellement de la colonisation, elle demeure dans la mesure où on a toujours la vision d'un sujet dans l'histoire, et que même quand on lit des ouvrages courants, contemporains, on a toujours tel peuple qui découvre tel autre. C'est très étonnant, vous voyez, on dit, ah oui, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et quelquefois, c'est ce que j'appelle un peu les paradoxes pédagogiques, on peut se demander, mais qui a découvert l'Europe? Puisqu'il y a un peuple qui découvre les autres. Et on a une orientation générale, donc des connaissances, de la façon de voir le monde, qui ramène souvent à cette notion-là, cette notion de supériorité et d'infériorité, qui rejaillit dans le débat public, dans le débat politique, à la faveur d'ailleurs de toutes les complexités de la vie d'aujourd'hui, des questions d'immigration et tout. On voit qu'il y a encore ce legs qui est énorme. Dans le domaine des connaissances, je pense que c'est beaucoup plus grave, parce que les connaissances se transmettent et elles ont la vocation qu'elles ont, c'est-à-dire former les âmes, former les peuples, former les êtres humains à prendre en charge leur destin. Et lorsque ces concepts-là, que ce soit d'infériorité, de minoration de certains peuples ou d'attribution, d'assignation de certains peuples à certaines tâches, certains sont bons pour ci, d'autres pour ça, lorsqu'on grandit avec ça, qu'on est élevé dans cela, il est extrêmement difficile de faire face aux défis réel de notre vie quotidienne. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on regarde justement les chercheurs sud-américains, un de leurs chantiers importants, les Cuyano, Grosseguel et consorts, ça a été de prendre de la distance par rapport aux concepts justement issus de l'histoire coloniale. Justement, par exemple, il y a eu un grand débat sur la question de savoir est-ce qu'il fallait commémorer 1492, donc en 1992, est-ce qu'il fallait commémorer ou non les 500 ans, soi-disant, de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et ça a suscité toute une série de débats jusqu'aujourd'hui. Bien sûr. Et je crois que ce sont des débats absolument riches et absolument intéressants. Parce que ce ne sont pas que des débats. Ça montre bien qu'on a une société qui se prend en charge, qui regarde son histoire en disant il y a une logique d'acteur, une logique endogène. Que faisaient ces peuples-là avant l'arrivée de Christophe Colomb? Pour être toujours dans cette question diasporale, on se remémora Ivan Van Sertima, qui écrivait, ça avait l'air à un moment donné, c'était un pavé dans la mare, qui dit des Mandingues, ils y étaient avant Colomb. Et donc les Mandingues ont découvert, voilà, si on peut dire, ont été en Amérique, on a été en Amérique, ce mot avant Christophe Colomb. Bon, il y a tout un ensemble de recherches pluridisciplinaires d'ailleurs qui vont dans le même sens. Mais aujourd'hui, la pensée informée, la pensée savante, c'est très bien que ça a été possible pour les Vikings, ça a été possible aussi pour les navigateurs asiatiques d'y aller avant Christophe Colomb. Mais vous verrez justement ce problème de colonialité qui n'est pas que connaissance, qui est un problème aussi de diffusion, d'où la question pédagogique. C'est que il reste admis, malgré les preuves à suffisance, que voilà, c'est Christophe Colomb qui, le premier, est arrivé en Amérique, alors qu'on sait très bien que d'autres peuples ont été en Amérique et que la question même de la découverte d'un peuple par un autre, elle-même, elle est problématique. Nous sommes avec vous, Martial Zebelinga, vous êtes sociologue, économiste et vous participez à la nouvelle aventure de l'histoire générale de l'Afrique, prenant la succession des Ogoth, Adjaï, Kizerbo et quelques autres. Vous reprenez à votre compte donc cette idée de colonialité, ce qui reste dans les esprits après la colonisation. Absolument. Alors, on a parlé de découverte jusqu'à aujourd'hui. On sait que dans beaucoup de pays africains, on parle encore des explorateurs qui sont venus découvrir le continent africain. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Moi, je lis dans certains journaux, on parle de tribus, on parle de toute une série de choses. Est-ce qu'on peut avoir un petit échantillon de ces choses qui font problème et qui, finalement, dans les classes, un professeur peut le transmettre à ses élèves sans se rendre compte qu'il dit des choses graves? Qui dit des choses très graves. Jetons un coup d'œil un petit peu en dehors de l'Afrique pour avoir un parallèle.
il y a eu en Belgique tout un ensemble de problèmes, de difficultés politiques aiguës, opposant principalement les Flamands et les Wallons. On n'a pas entendu parler de querelles ethniques, on n'a pas entendu parler de querelles tribales. Vous voyez, souvent quand on parle à juste titre des questions tribales, etc., on parle souvent des tribus nomades d'il y a très longtemps. Et là, on peut l'évoquer pour tout le monde. Mais il se trouve que pour l'Afrique, spécifiquement pour elle, tout conflit est sujet à interprétation en termes ethniques, en termes de barbares. Alors qu'on peut tout à fait mobiliser les instruments normaux, c'est-à-dire voir qu'il y a des conflits fonciers, il y a des conflits politiques, des conflits de vision du monde, qui sont la trame de tous les peuples du monde. Donc cette vision-là, qui est une vision que nous reproduisons aujourd'hui, elle fait partie de cette colonialité-là. Et elle montre qu'il faut s'attaquer à ces concepts-là, il faudrait les décoloniser, les déconstruire et en faire sortir le meilleur pour nos sociétés. Mais il y en a d'autres. Quand on parle de pacification, vous savez, certains de nos figures emblématiques n'ont jamais été reconnus comme tels. Je viens du Cameroun où, quand on vous parlait de ce qui étaient des résistants ou des nationalistes, le terme utilisé, c'était maquisard. Et je peux vous dire que ça nous donnait à tous une peur bleue. Je veux dire, quand on nous disait maquisard, parce qu'effectivement, on n'avait même pas l'idée que c'est des gens qui étaient allés défendre les droits des Camerounais à l'ONU, qui avaient écrit des ouvrages, qui avaient une vraie démarche politique. Et on a parlé de pacification. Voilà un concept, par exemple. Voilà un mot. On vous dit pacification, ça a l'air, on fait la paix. Mais en réalité, qu'est-ce que c'était? C'était des massacres c'était du napalm versé sur des peuples, c'était des massacres de masse, utilisation d'armes de destruction massive, au Cameroun ou ailleurs d'ailleurs. Alors on parle beaucoup de tradition africaine opposée à la modernité. C'est aussi, dites-vous, une question fondamentale sur laquelle il faut décider. C'est-à-dire que vous savez, quand on est dans un système ou une situation coloniale, le dominant impose ses représentations, mais il impose aussi à l'autre une identité. Ce qui fait que on reproduit ces identités nous-mêmes en disant ça c'est la tradition, ça c'est la modernité, alors que dans ce qu'on appelle la tradition, et qu'on a tendance à renvoyer donc à l'obscurantisme, on dit oui, c'est des vieilles traditions. La théorie économique y a beaucoup contribué. On parlait dans les années 60 des étapes de l'évolution économique, en disant si on ne sort pas de la tradition, on peut pas aller vers le moderne, vers l'industrialisation. Aujourd'hui, on voit qu'au Japon comme en Chine, on a et la tradition entre guillemets et la modernité, et que vous voyez qu'on construit des bâtiments nouveaux quelquefois avec des poulies traditionnelles. Donc on n'est pas obligé de rentrer dans ces oppositions-là qui ne font pas sens à proprement parler. Mais plus encore, vous voyez, en Afrique, on a cette institution qui arrive en Europe qu'on appelle le matronyme. C'est-à-dire que vous pouvez porter le nom de votre mère. C'est une banalité. En Afrique centrale, c'est une banalité. Chez les Évés, un enfant, par exemple, il est très proche de sa famille maternelle, quelquefois plus que de sa famille paternelle. Aujourd'hui, quand une femme en Europe, si je prends en France par exemple, reprend son nom de jeune fille, c'est une innovation énorme. Qu'on nous dise donc clairement que de ce point de vue, les Africains étaient ou modernes ou postmodernes. Mais là, on parle de tradition. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels il y a une extrême liberté, même de la femme. Regardez dans le commerce de tous les jours, mais c'est valable dans l'histoire comme dans le présent. Il y a un ensemble d'activités religieuses d'ailleurs. Il y a des prophétesses, Kimpa Vita et consorts, qui sont des femmes. Ce sont pas des domaines réservés aux hommes, même si dans d'autres domaines on peut avoir des choses sur lesquelles il faudrait revenir. Alors que les sources sur lesquelles certains textes qui sont donnés dans les classes, qui datent donc de l'époque coloniale, montrent les femmes en Afrique opprimées, dominées, qui travaillent tout le temps, du matin jusqu'au soir, avec des enfants au dos, etc. Et ça, ce sont des images que les enfants ont sous les yeux. Et même, on peut dire qu'une certaine peinture africaine représente ce modèle-là, n'est-ce pas? La femme avec l'enfant au dos, un sac sur la tête, et puis des outils aratoires dans les mains. Exactement. Martial Zebelinga, il y a une autre chose qui est peut-être plus grave, c'est la conception même de la durée africaine. Comment on la découpe. Et on sait que dans beaucoup de manuels que nous avons eu l'occasion d'observer, on parle encore de la période précoloniale, de la période coloniale et de la période postcoloniale. Comment vous regardez ce découpage? Là encore, c'est une question qui avait été déjà soulevée par les aînés, donc les Kizerbo, les Cheikh
Christian Diop et les autres, c'est la question de la périodisation de l'histoire. C'est-à-dire comment on découpe l'histoire et qui découpe l'histoire. Si on est dans les logiques autochtones, endogènes, il faudrait partir de ce qui se passe dans les sociétés pour comprendre comment se découpe, quelles sont les grandes ruptures quand il y en a, quelles sont les continuités. Les Asiatiques, ils ont leur histoire. Je prends la Chine, ils ont leur calendrier. Ils savent quand ils fêtent le Nouvel An. Ce n'est pas obligé de tomber sur les mêmes catégories que les autres. Parce que quand on reprend les catégories des autres, notamment sur l'histoire et sur la périodisation, en réalité, on vit dans le temps de l'autre. On vit dans le temps de l'autre, c'est qu'il y a encore une forme d'esclavage encore plus forte, parce que on ne sort pas, on ne s'autorise pas à vivre par soi-même. Beaucoup d'historiens africains ont compris cette question-là de toute façon et proposent des périodisations où on nous dit voilà, il y a l'Antiquité, mais même dans le découpage histoire-préhistoire, ce n'est pas nécessairement le même selon tous les peuples. On n'a pas nécessairement un Moyen Âge comme c'est conçu en Europe. Pourtant, aussi malheureusement, beaucoup de connaisseurs, d'intellectuels africains, qui ne revoient pas ces questions vont réutiliser. Oui, on était des féodaux, on a un Moyen Âge. Alors que vous prenez la même période du Moyen Âge, vous avez des royaumes florissants, vous avez des choses culturellement extraordinaires que vous trouvez, que ce soit au Bénin, au Congo, dans toute l'Afrique. Donc on est bien dans ce problème de périodisation. Il faudrait arriver nous-mêmes à adopter notre périodisation en disant voilà ce qu'est notre histoire, plus globalement, de notre propre point de vue. Parce que si on n'en sort pas, on ne construit pas une vision du monde qui nous permet de faire face à nos propres défis. On reste en réalité décolonisé. Alors, comment faire? Est-ce qu'on jette tout ça à la poubelle pour les remplacer par quoi? Ou est-ce que il ne faut pas imaginer une sorte de stratégie, donc dans un temps relativement conséquent, pour véritablement s'engager dans une entreprise qui produise des effets durables? C'est évident qu'on ne peut pas dire, on fait table rase de tout ce qu'il y a, etc. Concrètement, on ne le peut pas. On a des chercheurs, des écoles qui fonctionnent selon certains modèles, mais aussi on a une véritable histoire décoloniale à redécouvrir. C'est-à-dire que la plupart des chercheurs africains, à un moment donné, se rendent compte que ça coince. Sauf qu'ils ne prennent pas toujours le temps de produire des concepts de décolonisation. L'histoire générale de l'Afrique a mis en avant, par exemple, les traditions orales, pas pour les fétichiser en disant on n'y touche pas, mais en disant elles contribuent à la connaissance africaine. Bien sûr, il y a une méthodologie, il faudrait savoir recouper les données, mais il y a aussi l'interdisciplinarité qui permet. Il y a aujourd'hui, par exemple, vous découvrez et vous êtes familier de cette question, la question des diasporas. On retrouve aujourd'hui certaines traditions africaines mieux gardées dans des pays d'afro-descendants, en Guyane, au Brésil, qu'en Afrique. Donc, pour parvenir à cette décolonisation, effectivement, il faut le faire de façon processuelle, de façon, je dirais, stratégique, mettre des programmes sur pied, parce qu'on peut pas tout réinventer comme ça. Alors, il y a quelques pistes, à mon avis. Il est sûr que on doit aborder la question des langues, la question des toponymes, des noms de lieux, etc. Il faudrait quand même faire revivre et faire reconnaître les anciens noms de lieux, parce que sinon, on perd la trame historique, quelque part. Il y a la question des concepts. Qu'est-ce qu'on fait des concepts autochtones, l'Ubuntu? Qu'est-ce qu'on fait du Mansaya, par exemple, pour décrire le fait politique, je dirais, mandingue ou d'Afrique de l'Ouest pendant une certaine période? Il y a des constantes, et en retrouvant ces concepts-là, on peut procéder à une approche décoloniale. Il y a également la déconstruction. Je crois que c'est la première stratégie, parce que quand on lit les textes, on est toujours au contact de textes qui existent déjà, qui préexistent, des archives, des sources. Il faut donc d'abord déconstruire, recontextualiser. Ce concept a été utilisé, le féodalisme, pour quelle époque, quelles sont les caractéristiques? Est-ce que c'est réutilisable, oui ou non? Si ce n'est pas réutilisable, on n'utilise pas, on décrit les faits le plus objectivement possible, ou alors on utilise en attendant mieux, on modifie, on améliore, et comme ça, de fil en aiguille, progressivement, on arrive à une vision de moins en moins colonisée de l'histoire africaine, et on décolonise les imaginaires africains d'une façon générale. Merci beaucoup, Martial Zevelinga, d'être venu à nos micros. Donc, je rappelle que l'un de vos livres que l'on peut trouver sur le marché, c'est Barack Obama, une prophétie de l'égalité des races. Ici se termine Mémoire d'un continent, réalisation Romain Ferret.